Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre toute première émission trimestrielle de l'année scolaire 2023-2024. Je suis El Karniri en direct de Mass FM. Nous sommes le jeudi 14 décembre et il est actuellement midi 42. Je suis ravie de vous accompagner tout au long de ce programme riche en divertissement et en découvertes. Au cours de cette émission spéciale, nous explorerons une multitude de sujets passionnants, allant des événements culturels aux rétrospectives sportives, en passant par des analyses cinématographiques captivantes et des initiatives sociales inspirantes. Nous démarrerons sur les chapeaux de roue avec une interview émouvante de Cyrine, ex-membre du Léo Club, menée par nul autre que Meha El Halim, mettant en scène et en lumière une action en faveur des orphelins qu'elle a eu l'honneur de pouvoir orchestrer. Ensuite, plongeons-nous dans la rubrique culture avec une rétrospective des moments marquants du sport marocain entre 2022 et 2023, présentée par Sami Zeraï. Mais ce n'est pas tout. Nous partirons également à l'aventure avec le récit passionnant du voyage de Madame Abdelwahed, ainsi qu'une interview captivante de Leila Chaoui par Hiba Azouz. Nous explorerons également le monde du cinéma avec les articles sur Le garçon et le héron par Souheil Mohajir, Five Nights at Freddy's par Essia Bensouda, ainsi qu'une critique sur les Marvels par Zeynep Chemi. Dans la rubrique « Et si on faisait connaissance ?», deux rencontres intéressantes nous attendent. L'interview de M. Royer par M. Souheil Mohajir et celle de Romain Astier par Meha El Halim. Dans un autre registre, nous aborderons le sujet crucial de la vie de l'établissement, le harcèlement, grande cause nationale pour l'année scolaire 2023-2024. Nous débuterons par un jeu quiz interactif suivi par une interview portant sur le sujet du projet phare avec un grand H, présenté par Hiba Sabik avec Yasmine Mekwar et Yasmine El Mouzani. Pour conclure cette émission sur une touche gourmande, découvrez la recette spéciale proposée par Yasmine El Mouzani. Alors préparez-vous à un tourbillon d'émotions et à de découvertes. Notre émission vous réserve bien des surprises. Jingle. Comme annoncé précédemment, voici notre première interview. Bonjour Meha, bonjour Cyrine. Bonjour. Bonjour. Pour cette période de fin d'année, vous avez pensé aux plus démunis. Alors effectivement, Cyrine ici présente, ancien membre du Léo Club, y a pensé. Elle a été chef de projet d'une action dans un orphelinat. Bonjour Cyrine. Bonjour Mara. Alors membre, ex-membre, que dois-je dire ? Aujourd'hui, nous pouvons effectivement dire ex-membre du Léo. Pourrais-tu présenter brièvement le Léo ? Le Léo Club est une organisation à but non lucratif, dirigée par des jeunes, œuvrant pour le bien commun et prenant ainsi des qualités de solidarité et de leadership. Nous avons entendu dire que tu avais été chef de projet d'une action dans un orphelinat. Pourquoi un orphelinat ? Les orphelins, c'est une problématique qui te tient à cœur ? L'orphelinat est un endroit plein de partage. Mais selon moi, le mot problématique n'est pas le bon terme, car ici, nous ne parlons pas de problème, mais plutôt d'une cause à protéger. Et cela m'a vraiment toujours tenu à cœur. Savoir que je suis entourée de ma famille, alors que d'autres personnes n'ont pas cette chance et cette occasion, ça me fait vraiment mal au cœur. Depuis toujours, avec ma grande sœur, nous avons pour projet de créer un orphelinat dans l'avenir. Alors, être chef de cette action m'a fait avancer d'un pas vers mon projet futur. Peux-tu nous expliquer le déroulement de l'action ? Qu'avez-vous fait une fois sur place ? Alors, nous avons eu plusieurs réunions, nous avons discuté de toute cette action avec les membres de cette association. Nous avons dû contacter des entreprises, récolter de l'argent et parler avec des personnes pour qu'ils puissent nous faire des dons. Ainsi, au départ, l'action c'était de faire une kermesse au sein de cet orphelinat, mais notre but a changé et s'est transformé en une distribution. Une fois sur place, nous avons commencé par des activités telles que la peinture, le Lego, un tournoi de foot ou encore du maquillage pour enfants. Plus tard dans la journée, nous avons partagé un goûter avec ces orphelins et au final, nous avons fini par leur donner des petits présents tels que des sacs, des fournitures scolaires et voilà. Merci. Quel est d'après toi l'impact qu'a eu l'action ? Y a-t-il seulement un impact sur la vie de ces enfants ou aussi sur toi ou même éventuellement sur des personnes extérieures ? Tout d'abord, j'espère que cette visite à l'orphelinat a pu être bénéfique pour tout le monde, que ce soit les organisateurs, les membres qui ont participé le jour J ou encore, mais surtout les orphelins. Dans la globalité, cette action m'a beaucoup appris en termes d'organisation, de communication au sein d'un groupe.
Le jour J, je pouvais être que fière en tant que chef de projet du rendu attendu et de la joie en voyant l'accueil que nous ont offert ces enfants. Cette expérience m'a énormément appris en termes d'humanité, de solidarité, d'empathie ou encore de sincérité. Tout de même, j'espère que notre venue a surtout été bénéfique pour les enfants qui ont dû s'amuser et qui ont pu partager avec nous. J'espère que cela sera un bon souvenir pour eux. Enfin, y a-t-il eu une anecdote ou une expérience qui t'a marqué ou même touché lors du temps que tu as passé là-bas? Alors, toute cette expérience a été vraiment touchante et marquante. Sinon, une petite anecdote qui m'a marqué le plus, c'est quand les enfants venaient vers nous pour nous montrer leurs dessins ou leur petit maquillage et ils étaient tout fiers d'eux. On voyait les étoiles dans leurs yeux, donc c'était vraiment touchant. Merci Cyrine. Merci beaucoup Maha et Cyrine d'être venus. Quant à vous, chers auditeurs, nous nous retrouverons dans quelques instants pour parler culture. Jingle. Nous nous retrouvons maintenant pour parler culture. Passionnés de sport, vous ne serez pas déçus. Une rétrospective sportive de l'année vous sera présentée par Sami Zeraï. Puis, vous aurez le plaisir de voyager avec Hiba Azouz et Leila Chaoui. Bonjour Sami. Bonjour. Alors cette année, riche pour le sport marocain? Oui, l'année marocaine fut riche dans le sport en 2023. Le Maroc a connu une année exceptionnelle dans le domaine sportif, avec des moments mémorables qui ont captivé les citoyens. Après une période plus calme dans l'athlétisme, une nouvelle star a émergé, Soufiane El Bakkali. Après sa surprise aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, il a confirmé son talent en devenant champion du monde en 2022 à Eugène et en 2023 à Budapest, faisant de lui une nouvelle icône du sport marocain. La dynamique sportive du Maroc a été renforcée par de jeunes champions tels que Reda Bennani, un prodige de 16 ans, qui a remporté le championnat d'Afrique des moins de 18 ans. Son récent exploit inclut une qualification impressionnante pour le tableau final du Grand Prix Hassan II de tennis à Marrakech, un tournoi international. Le jeune prodige, inspiré par son père, consacre 6 heures par jour à l'entraînement tout en suivant des études en ligne, démontrant son talent exceptionnel et sa détermination. Khadija Mardi a écrit l'histoire en devenant la première femme de la boxe arabe et africaine à remporter le titre de champion du monde en mars 2023. Sa victoire épique inclut des performances dominantes contre des adversaires redoutables, exprimant sa gratitude envers la Fédération royale marocaine de boxe pour son soutien constant. Cette année exceptionnelle a également vu briller d'autres étoiles du sport marocain, avec le succès de l'équipe nationale féminine et masculine de basket, de l'équipe de karaté championne d'Afrique et de la Coupe du Monde 2022, et les performances mémorables des équipes nationales de football qui ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde 2022 et les U17 marocains ayant atteint les quarts de finale. Le Maroc vit une véritable renaissance sportive, marquée par de nouveaux héros et héroïnes qui font briller les couleurs nationales sur la scène internationale. Je pense qu'on peut dire que cette année pose les bases pour un avenir prometteur. Merci beaucoup, Sami. Pas de souci. Bonjour Hiba. Bonjour Ili. Bonjour Leila. Bonjour. On a tous beaucoup entendu parler de ce fameux voyage avec Madame Abdelwahed. Alors dites-moi, laquelle d'entre vous y était? Alors en effet, c'est Leila ici présente qui a participé à ce voyage. Donc, bonjour Leila. Peux-tu nous en dire plus sur ce voyage, comme nous parler du processus d'organisation qui était impliqué et pourquoi ce voyage a-t-il été organisé? Bien sûr. Alors, pour commencer, il faut savoir que moi, ainsi que 59 élèves, il me semble, sommes de ce qu'on appelle un système 3 langues, en tout cas pour ce qui est du collège. Et dans ce cas-là, on avait des heures de langue en plus, dont une heure où on avait une mixité français, anglais, arabe et histoire géo, où justement on avait un réel développement sur la mixité des cultures et la construction de la langue. Dans ce cas-là, nos enseignants respectifs ont trouvé ça intéressant de nous faire expérimenter cette mixité, notamment en nous emmenant à Tanger, où on a un réel impact et un réel reflet de la colonisation donc espagnole et donc de la mixité des cultures hispano-marocaines. Donc vous avez été à Tanger. Est-ce que tu peux me donner plus de détails sur votre programme? Comment les journées étaient-elles organisées et s'il y avait des activités prévues? Bien sûr. Alors on est allé, il y avait 2 classes qui sont parties à Tanger, ma classe et une autre. Nous, on est resté une journée, donc une nuit et 2 journées et une nuit. L'autre classe, eux, sont restés 3 journées pour 2 nuits. Notre programme était
Assez varié, on va dire. Ce que j'ai d'ailleurs trouvé hyper intéressant, c'est que les enseignants nous ont laissé carte blanche pour ce qu'on voulait faire. On a fait notre programme, on a trouvé tous les trajets à faire. Et ça, c'était déjà super intéressant parce qu'on pouvait développer sur comment s'organiser pour un voyage. Maintenant, au niveau de nos différentes activités, on était vraiment axé sur cette mixité culturelle. Donc, on a pu faire le musée américain qui est à Tanger. On a fait aussi pas mal de musées d'art et bien sûr les choses touristiques qu'on retrouve à Tanger. Donc, tu as bien précisé que vous êtes parti à plusieurs classes. Comment pourrais-tu décrire l'ambiance avec ces autres classes? Alors, on n'a pas vraiment eu l'opportunité de se croiser parce que justement, comme on a été libre pour nos trajets, on ne s'est pas vu, quoi. Mais sinon, juste avec notre classe, on a trouvé une réelle cohésion de groupe et je pense que c'est ce voyage qui a permis de tous nous rassembler parce que vu qu'on était toujours ensemble, il y avait vraiment une bonne ambiance et quelque chose de très chaleureux et très humain en fait. Ce voyage était vraiment très humain, que ce soit avec les enseignants ou les élèves. Et ça a fait que c'était un super voyage, très très bon souvenir. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce voyage à Tanger Ce qui m'a marqué le plus dans ce voyage, je pense, c'était vraiment ce sentiment humain qu'on a tous eu à Tanger. C'est-à-dire même quand j'ai repris les expériences de mes camarades, on a tous eu ce ressenti de fraternité, surtout envers les enseignants, parce que vu qu'on était hors des classes, le visage de nos enseignants, a totalement changé. Ils étaient tous beaucoup plus ouverts, on a énormément discuté avec eux de leur vie personnelle. Et voilà, c'était vraiment super. Donc, au final, quel mot utiliserais-tu pour résumer cette expérience à Tanger avec tous les professeurs et tous les différents élèves? Je redirais humain, mais surtout chaleureux. Ouais, chaleureux. Merci beaucoup, Leïla, pour cette interview sur Tanger. Merci Hiba et merci Leïla d'avoir partagé avec nous cette expérience de voyage unique. Chers auditeurs, dans quelques instants, nous parlerons cinéma. Jingle. Dans cette rubrique cinéma, nous aurons la chance de découvrir 3 films différents. Le garçon et le héron, Five Nights at Freddy's et The Marvels, qui nous seront présentés dans cet ordre-là par Souheil Mouhajir, Essia Bensouda et Zeynep Chami. Bienvenue Souheil. Je compte sur toi pour nous donner une analyse approfondie sur Le garçon et le héron. Bien sûr, Le garçon et le héron de Hayao Miyazaki est une véritable pépite cinématographique qui transporte les spectateurs dans un monde magique et enchanteur. Avec sa narration délicate et ses visuels époustouflants, ce film captivant offre une combinaison parfaite de poésie, d'émotion et de réflexion. Au cœur de ce film se trouve l'histoire d'un jeune garçon de 11 ans, Mahito, qui doit faire face à la perte tragique de sa mère. Dévasté par ces événements, il quitte Tokyo pour s'installer à la campagne avec son père. C'est là qu'il fait la rencontre d'un héron cendré, qui devient son guide et son confident. À travers cette relation spéciale, Mahito explore le monde qui l'entoure et se confronte au mystère de la vie. Quand on peut s'y attendre des films de Hayao Miyazaki, ce film est un véritable régal visuel. Les paysages de la campagne japonaise sont représentés avec une précision et une beauté époustouflante. Chaque détail, des couleurs chatoyantes au mouvement fluide des personnages est soigneusement pensé pour créer une immersion totale et dans cet univers fantastique. Au-delà de sa beauté visuelle, ce film invite les spectateurs à réfléchir sur les thèmes profonds tels que la perte, le deuil et la découverte de soi. À travers les questionnements de Mahito et des interactions avec le héron, le réalisateur explore la nature humaine et nous pousse à nous interroger sur notre place dans le monde. La musique joue un rôle crucial dans Le garçon et le héron. La bande originale, composée avec soin, accompagne chaque scène de manière subtile et émouvante. Les mélodies, délicates et les arrangements harmonieux renforcent l'atmosphère poétique du film et transportent les spectateurs dans une expérience sensorielle unique. Le garçon et le héron est un véritable bijou cinématographique qui ravivera les amateurs de films d'animation et ceux qui apprécient les histoires touchantes et réfléchies. Miyazaki prouve une fois de plus son talent indéniable en tant que conteur et créateur de mondes magiques. Ce film est une invitation à la contemplation, à l'émerveillement et à la découverte de soi. Merci beaucoup Souheil. Bien que je ne sois pas une grande fan de films d'animation, je t'avoue que là, j'ai bien envie de le regarder. Bonjour Essia. Bonjour. Alors j'ai entendu dire que tu avais regardé le film dont on va parler 7 fois. Alors je te laisse vite la parole pour que tu nous expliques ce qui t'a donné envie de le regarder. Alors il est vrai que j'ai regardé ce film 7 fois, mais il est aussi vrai que j'attends ce film depuis 2015.
Et oui, il a été annoncé par le studio Warner Bros. En 2015, après le succès phénoménal du jeu vidéo Five Nights at Freddy's, créé par Scott Cawthon. Le film a eu un énorme succès auprès des fans de la saga du jeu vidéo d'horreur, comme moi. Cependant, celui-ci n'a pas eu un très grand succès sur les sites de calcul d'audience Rotten Tomatoes notamment, qui lui administre un score de 30%, étant précisé que lorsque le score est à moins de 60%, le film est considéré comme décevant. Retraçant l'histoire sinistre du restaurant Freddy Fazbear's Pizza, dans lequel ont été portés disparus 5 enfants, ce film a su marquer les esprits par la tournure de l'histoire si différente du jeu. En effet, certains personnages ont été utilisés pour remplir des rôles totalement diversifiés, voire même contradictoires dans le film par rapport au jeu. Dans ce long métrage, nous suivons Mike, un jeune homme à première vue perturbé, qui s'occupe seul de sa petite sœur Abby, âgée de 10 ans, qui n'a aucun ami et qui est obsédé par le dessin. Mike est toujours obnubilé par le kidnapping de son frère, qui s'est passé devant ses yeux lorsqu'il était petit. Il est persuadé qu'il peut retrouver le visage du coupable en se forçant à refaire le même rêve encore et encore chaque nuit. Si ce film vous intéresse, alors n'hésitez pas, foncez. Vous pouvez le retrouver en streaming. Merci Assia. Bon, effectivement, je comprends mieux ton enthousiasme. Bonjour Zainab. Bonjour. Nous allons maintenant parler du film The Marvels. Dis-nous tout, ce film a été un succès ou plutôt un échec ? Alors c'est plutôt une chute vertigineuse au box-office pour The Marvels. C'est le déclin inattendu du Marvel Cinematic Universe, MCU. Dans une baisse inattendue de réussite pour les films Marvel, le dernier opus tant attendu de Marvel s'est écrasé au box-office nord-américain avec des recettes dérisoires. En effet, le film n'a amassé que 47 millions de dollars lors de sa première semaine en salle, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations, et ce malgré un budget de 300 millions de dollars. Le film suscite un flot de réactions négatives, laissant planer des doutes sur l'avenir de l'univers. Qualifié par l'analyse David Gross de dégringolade, pour une franchise habituée au triomphe. Cette contre-performance dramatique suscite des questions quant aux raisons derrière ce revers monumental. Des éléments tels que la montée en puissance des services en streaming, la fatigue du public face à des scénarios en manque d'imagination et la récente grève des acteurs hollywoodiens. Ces éléments entravent la promotion du film jusqu'à un accord tardif en fin de semaine, sont avancés par Gross pour expliquer ce fiasco. Si The Marvels promettait un voyage épique dans l'univers, l'excitation s'est rapidement dissipée face à une cascade de déceptions. L'humour et la dérision prédominantes dans le film ont été pointés du doigt par la critique, laissant le public perplexe et insatisfait. Si l'humour, à plus ou moins forte dose, ont toujours fait partie de l'ADN des films du studio, leur prédominance ici déséquilibre le scénario et surtout, il tombe souvent à plat, déplore le Parisien. De plus, la sortie sous embargo des critiques par les studios de production soulève des questions quant à la confiance de Marvel en son dernier projet. Ce qui est surprenant car le studio est premier au monde et il donne l'impression de ne pas croire en leur projet. Ce qui contraste avec leur attitude passée car selon le rédacteur en chef Comics Blog, Marvel a toujours été hyper confiant dans ses projets, même les plus pourris et les plus moches. Plusieurs autres signes viennent confirmer cette impression, comme le peu de promotion autour de la série Loki 2 et les affiches rares pour The Marvels. Par ailleurs, les critiques pointent énormément du doigt l'empilement des séquences sans émotion pour le film. Les réseaux sociaux, en particulier, s'embrassent, déclarant que c'est ce qui se passe lorsque Marvel Studios fait un film sur un personnage secondaire avec 2 personnages tertiaires et une histoire terrible et un méchant pourri parce que personne ne se présente au ciné. Pourtant, au cœur de ce débat se trouve un scénario intéressant réunissant les super-héroïnes Captain Marvel, Monica Rambeau et Kamala Khan, des héroïnes extrêmement appréciées par les fans du comic book. Malgré les critiques négatives et un contexte difficile, Marvel Studios trouve un certain réconfort dans quelques réactions positives. Dans une critique de Forbes, Mark Hughes souligne le potentiel du film à apporter l'excitation tant attendue aux fans amateurs de Marvel et affirme que c'est exactement le genre de réalisation dont le studio a besoin en ce moment. La critique reconnaît donc une bataille difficile contre les récits négatifs qui ont entouré le film depuis des mois et se concentre particulièrement sur la controverse entourant Captain Marvel et Brie Larson. Hughes met en lumière l'impact des rumeurs, des fausses accusations, du racisme et de la misogynie sur la perception de The Marvels et souligne comment ces problèmes ont éclipsé les mérites potentiels du film. Des tweets émergent également, offrant une vision positive. J'ai vraiment apprécié ce film, il y avait de l'humour, du travail d'équipe et dirigé par des femmes, ce qui est un bon changement pour #Marvels. Ce sentiment reflète un spectateur qui apprécie les éléments comiques du film, l'esprit d'équipe et le changement rafraîchissement vers un leadership féminin. En conclusion, The Marvels navigue dans des eaux tumultueuses entre critiques mitigées et réactions positives.
L'avenir de l'univers cinématographique Marvel en péril semble dépendre de sa capacité à équilibrer les attentes des fans et à introduire des éléments novateurs. Nous devrons rester attentifs pour voir comment cette saga cinématographique iconique évoluera dans le futur. Merci beaucoup Zeynep. À tous ceux qui nous écoutent actuellement, dans quelques instants, la rubrique « Et si on se rencontrait ?» Jingle. À tous ceux qui nous écoutent, vous aurez la chance d'écouter 2 interviews exclusives. Tout d'abord, celle de Monsieur Rouillère, CPE au sein de notre lycée, réalisée par Souheil Mouhajir. Puis, celle de Romain Instier par Maha El Harim. Nous sommes donc en compagnie de Monsieur Rouillère et Souheil Mouhajir. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Souheil. Bonjour. Faisons donc connaissance. Déjà, pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement? Bien sûr. Je m'appelle Gaëtan Rouillère. Je suis donc CPE pour le lycée, avec en particulier les classes de seconde et première en charge. Et c'est ma première année à Massignon et ma 4e année au Maroc, puisque j'étais déjà en poste dans un autre établissement français à Casablanca avant. Pouvez-vous partager votre expérience scolaire et ce qui vous a motivé à choisir votre métier actuel? Mon expérience scolaire. Alors moi, j'étais un très mauvais élève. J'étais un cancre, au sens propre du terme. Hein. Vous savez, le genre d'élève qui fréquente le bureau du CPE, c'était moi. Donc j'ai fait plusieurs établissements, puisque je ne collais pas forcément au règlement intérieur, et donc j'ai dû faire des changements. Et j'ai eu la chance, arrivé au lycée, d'avoir un CPE et un directeur d'internat, parce que j'étais en internat, qui étaient 2 types absolument formidables, qui m'ont beaucoup aidé, et qui m'ont vraiment donné envie de m'investir pour que des élèves qui ont les mêmes difficultés que celles que j'ai connues puissent trouver sur leur chemin quelqu'un qui puisse les aider. Et est-ce que vous avez exercé dans un autre pays que le Maroc? J'ai exercé en France, j'ai travaillé dans 4 établissements différents en France avant d'arriver ici au Maroc, où donc j'en suis à mon 2e établissement. Ok. Troisièmement, quel est votre rôle en tant que CPE et comment contribuez-vous à créer un environnement positif à l'école? Le rôle d'un CPE, c'est un rôle assez vaste. En fait, on est là pour faire en sorte que ça fonctionne. Grosso modo, on est un peu une boîte à outils. Mon rôle est de m'occuper de tout ce qui n'est pas un cours dans l'établissement. Alors, j'accompagne les élèves sur des questions quotidiennes comme la discipline. Hein. Ce sont des choses nécessaires et c'est souvent la seule chose qui est gardée par les élèves. Mais nous ne sommes pas que des policiers. C'est même pas du tout notre métier, puisque nous sommes là pour accompagner les élèves aussi sur l'orientation, sur différentes questions que peuvent être la prévention sur, je ne sais pas, hein, les conduites addictives, les produits dangereux, les questions plus personnelles, les questions aussi de sécurité routière dans certains postes. Pour rebondir sur ça, comment équilibrez-vous discipline et soutien émotionnel pour les élèves? J'ai une vision des choses assez simple. En fait, pendant mes études, j'ai suivi beaucoup de cours de philosophie avec un professeur qui s'appelait Pierre Durande et qui avait une très belle métaphore. Il disait que les élèves étaient un peu comme des œuvres d'art. Et une œuvre d'art, un tableau, elle est dans un cadre. Et le cadre, c'est ce qui permet à l'œuvre d'art d'être à la fois limitée dans le temps et dans l'espace, mais en même temps de s'épanouir pleinement. J'estime que le rôle d'un CPE, c'est d'être le cadre. D'ailleurs, en France, dans les établissements privés, on appelle ça un cadre éducatif avant de dire un CPE. Et donc, c'est ça. Le but, c'est d'encadrer, de poser des limites, mais tout en permettant aux élèves de s'épanouir dans ces limites. Quelle stratégie générale utilisez-vous pour répondre aux besoins spécifiques des élèves, justement? Stratégie générale. Ça, c'est une question difficile. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de stratégie générale à établir. Le but est de voir aussi en fonction de l'élève qu'on a en face de nous, de ses demandes, de son passé, de son expérience, pour l'accompagner au mieux et pouvoir répondre le plus agréablement et favorablement possible à ses demandes. Et en tant que professionnel expérimenté, quel conseil donneriez-vous à ceux qui veulent débuter ou qui débutent dans le domaine de l'éducation? Je leur conseillerais d'être des éducateurs avant tout. C'est un métier qui n'est pas forcément évident tous les jours. C'est un métier dans lequel on
a affaire aux élèves sur différents temps, différents moments et différentes périodes de leur vie. Je pense que si on arrive en tant que travailleur simplement de l'éducation, c'est compliqué. Par contre, si on a vraiment une posture d'éducateur avec la volonté de faire grandir l'autre, je pense que ça, c'est la clé de la réussite. Merci beaucoup Souheil et surtout merci beaucoup monsieur car je suis sûre et je peux l'affirmer, cette interview va nous permettre de beaucoup mieux vous connaître et vous comprendre peut-être. Merci à vous. Merci. Place à la deuxième interview. Je suis en compagnie de Maha, que vous connaissez maintenant tous, et de Romain Astier. Bonjour Maha. Bonjour Elie. Bonjour Romain. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Alors, quel est votre plat nicaraguayen préféré ? Alors personnellement, j'en ai jamais goûté, mais je pense que Romain, ici présent, en a déjà goûté. Oui, il en existe plusieurs. Par exemple, il y a le nacatamal. Je pense que c'est le plat le plus connu typique du Nicaragua. On va dire que c'est assez spécial, mais dépendant de celui qui le prépare, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci. Alors bonjour Romain, tu as 16 ans et tu viens d'arriver cette année au Maroc, il me semble. Pourrais-tu te présenter ? Oui, c'est ça. Je m'appelle Romain Astier. Je suis arrivé cette année au Maroc, à Louis-Massignon. Je viens du Nicaragua. J'ai passé 6 ans au Nicaragua. Juste avant, j'ai passé, on va dire, 7 ans au Cambodge et 3 ans au Kenya. Et j'ai entendu, au Nicaragua, en es-tu originaire ou y as-tu vécu seulement quelques années ? Alors, non, je suis 100% français. Mais en fait, puisque mes parents travaillent à l'étranger, on va donc dans plusieurs pays. Et du coup, à un moment, on s'est dit, on va au Nicaragua. Donc, c'est comme ça que j'ai passé 6 ans au Nicaragua. Et par rapport au Nicaragua, quel est ton lien avec ce pays ? On va dire que le Nicaragua, c'est le pays qui m'a le plus marqué, parce que c'est là où j'ai vécu le plus d'expérience, là où j'ai, on va dire, passé le plus de temps dans mon adolescence. Donc c'était pour moi la période la plus importante. Et quel aspect de la culture nicaraguayenne as-tu le plus préféré ? J'ai beaucoup aimé les gens étaient très gentils, ils étaient sincères. J'ai beaucoup aimé, on va dire, les paysages, la musique, surtout la musique d'Amérique latine. Et ouais, je pense que c'est ça. Merci. Et par rapport au Cambodge, notamment que tu viens d'évoquer, peux-tu m'en parler davantage ? Alors le Cambodge, on va dire que j'étais assez petit, donc je ne me rappelle pas de tout. Mais c'est un pays vraiment différent du Nicaragua ou du Maroc, parce que déjà c'est en Asie, donc la culture est bien différente. Il n'y a pas tout le monde qui parle la même langue que toi, c'est un peu compliqué, mais c'est différent. D'accord, merci Romain. Merci beaucoup et à vous deux et merci Romain. Sache que c'est un plaisir de t'avoir parmi nous au lycée. Passons maintenant la séquence Faisons connaissance derrière nous. Passons au jeu quiz sur le harcèlement qui va introduire notre prochaine interview qui va parler du projet phare. Les participants, vous les connaissez maintenant tous à ce stade de l'émission. Il s'agit de Maha El Halim, Souheil Mouhajir et Romain Astier. Ils vont répondre aux questions, donc je vous le dis, vous allez répondre aux questions que je vais poser, des questions sur le harcèlement. Ça va être 5 questions, parfois des mises en contexte, et vous allez répondre dans cet ordre-là. D'abord Souheil, puis Maha, et enfin Romain. On peut commencer ? Ouais. Oui. D'accord, on y va. Donc première question, en un mot pour vous, un élève témoin et qui est témoin de harcèlement à l'école, que peut-il faire ? Il peut aller voir les adultes, comme des professeurs, même le CPE. Il peut en parler. Et aussi, il peut essayer comment je peux le dire ? Il peut essayer aussi de un peu consoler l'harcelé. D'accord, merci beaucoup Souheil. Maha ? Je pense aussi que ce n'est pas spécialement intelligent de confronter seul un harceleur. De ce fait, je pense que consulter des personnes spécialisées dans le domaine ou du coup des adultes ici serait la meilleure chose à faire. Et ici encore, je suis encore d'accord avec Souheil.
peut-être que essayer d'être là pour le harceler, c'est la meilleure chose. Merci Maha. Enfin, Romain. Alors, comme ils l'ont évoqué, je pense le plus important, c'est pas de le garder ça pour toi. Il faut vraiment que tu ailles voir quelqu'un, que tu parles à quelqu'un, que ce soit le CPE, des adultes ou même tes parents. Mais c'est vraiment important de parler à quelqu'un et de pas confronter le problème tout seul. D'accord. Donc ça, c'est dans le cas où tu es la personne harcelée. Oui. D'accord. Bon, toutes vos réponses sont justes, mais pour structurer un peu tout ça, l'élève témoin de harcèlement doit immédiatement informer un responsable de l'établissement. Il peut s'agir, comme vous l'avez dit, et comme vous l'avez tous dit en réalité, d'un enseignant, d'un directeur, d'une cellule d'écoute, comme on en a ici au lycée, afin que des mesures appropriées soient prises. Deuxième question. On peut y aller ? Oui. Oui, d'accord. Donc, si vous étiez responsable d'un établissement ou membre de la vie scolaire, peut-être un CPE, quelle serait votre réaction ou les décisions que vous prendriez en cas de signalement de harcèlement ? Je ferai une enquête en premier. Et si je trouve celui qui est l'harceleur, j'essaierai déjà de lui parler. Et s'il reste toujours sur la même pensée sur le fait qu'il faut harceler quelqu'un, je pense qu'il faudra prendre des sanctions type exclusion même, exclusion définitive. Je suis d'accord avec Souheil. Faire une enquête serait la priorité, trouver le coupable. Mais aussi, je pense qu'essayer d'aider exactement, oui. D'aider la personne harcelée serait aussi une des priorités, sachant que le harcèlement, c'est pas très bien vécu psychologiquement par la personne qui a été harcelée. Bien sûr. Romain ? Je pense que si j'étais directeur ou responsable de la vie scolaire, je pense que d'abord, j'irai voir celui qui est harcelé. Donc déjà, je répondrai à ses questions. Et puis, j'irai voir justement l'accusé et je lui demanderai ce qui s'est passé. Je verrai les deux côtés des choses et puis avec une équipe pédagogique, prendre la décision. Bien sûr. Bon, encore une fois, toutes vos réponses sont justes, mais j'aimerais souligner et revenir sur quelque chose qu'a dit Souheil. Il a parlé d'enquête et justement, en cas d'harcèlement ou de signalement d'harcèlement, l'établissement va mener une enquête et pour approfondir et si les faits sont réels, des mesures seront prises à l'encontre du harceleur, selon le règlement intérieur de l'établissement. Voilà. Donc bravo à vous encore une fois. Merci. Troisième question. Je vais vous demander de citer, d'après vous, les droits des victimes de harcèlement scolaire. Le droit à la parole. Droit à la parole, oui. Le droit de ne pas être harcelé. Et le droit de ne pas être harcelé et de pouvoir être à l'aise lorsqu'il est à l'école. Bien sûr. Romain ? Le devoir de pouvoir apprendre et de pouvoir être intégré dans l'école. Oui. Bon. Alors, les victimes de harcèlement, vous l'avez tous dit, mais plus précisément, les victimes de harcèlement scolaire ont le droit d'être protégées et soutenues par l'établissement. La direction doit prendre des mesures pour mettre fin à l'harcèlement et prévenir toute répétition, afin d'assurer le bien-être de la victime. Question numéro 4. D'après vous, quelles sanctions peuvent être prises contre les élèves coupables de harcèlement et plus précisément dans notre lycée ? Je pense peut-être des heures de retenue. Et si vraiment l'harcèlement a été très dur pour l'harceler, peut-être que l'établissement peut exclure justement l'harceleur. Moi, je pense que premièrement, je pense que ça doit être puni de toutes les manières, peut-être quelques jours de renvoi. Et s'il récidive, je pense que l'exclusion définitive serait envisageable. Merci beaucoup. Oui. Ouais, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire que selon l'harcèlement, je pense que ça peut être une exclusion temporelle ou même une exclusion définitive, ou ça peut être aussi des heures de retenue. Tout dépend de la gravité du problème. Oui, bon, alors toutes vos réponses sont justes, encore une fois, parce que je n'ai pas de réponse exacte à vous donner. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un harceleur peut faire l'objet de sanctions disciplinaires,
allant de l'avertissement à la suspension, l'exclusion temporaire ou encore l'exclusion permanente, qui varie justement en fonction de la gravité des actes. Donc toutes vos réponses sont encore une fois justes. Dernière question, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. D'après vous, et dans notre lycée, au LFILM, existe-t-il des programmes de sensibilisation au harcèlement dans notre lycée? Bien sûr, notamment le programme phare. D'accord. Maha? Je pense aussi au programme phare et du coup à tous les ambassadeurs qui sont. D'accord. Romain? Bah pareil, j'ai vu le programme phare. Après, il y a la cellule d'écoute. Je sais pas si ouais, la cellule d'écoute. Donc c'est ce que j'ai pu voir sur Pronote ou sur des posters dans l'école. Alors oui, il y a la cellule d'écoute, mais il y a également le programme phare dont vous avez parlé tous les trois, et ce sera justement le sujet de la prochaine interview. Alors merci à vous, Romain, Souheil et Maha, et nous nous retrouvons dans quelques instants pour l'interview sur le projet phare. Merci Jingle. beaucoup. En 2023-2024, le harcèlement scolaire a été désigné comme la grande cause nationale en France. Il englobe des comportements répétés et hostiles, tels que des moqueries, des brimades, des menaces ou des violences se produisant entre des élèves au sein des établissements scolaires. Ces actions ont des conséquences néfastes sur la santé mentale, le bien-être et les résultats scolaires des victimes. Pour contrer ce problème, des programmes tels que le programme phare ont été lancés pour sensibiliser, former et intervenir efficacement contre le harcèlement, dans le but de créer un environnement scolaire sûr et respectueux pour tous les élèves. Hiba Sabik a la chance aujourd'hui de pouvoir présenter des membres de ce programme. Hiba, bonjour. Bonjour. Peux-tu présenter nos invités? Bien sûr, Ili. Alors, merci. En effet, aujourd'hui, nous avons invité Yasmine Mekouar et Yasmine El Mouzani. Alors, tout d'abord, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Très bien, et vous? Merci. Ça va. Alors, premièrement, est-ce que vous pourrez vous présenter à nos auditeurs? Alors, moi, je m'appelle Yasmine Mekouar. Je suis en classe de première 2 et je suis ambassadrice phare au LFILM. Moi, je m'appelle Yasmine Almouzani, je suis en classe de première 3 et moi aussi, je suis ambassadrice phare. Et donc, est-ce que vous pourrez nous présenter qu'est-ce que c'est exactement le projet phare? Alors, le projet phare, c'est un programme, ou plutôt un plan de sensibilisation et de traitement des situations de harcèlement qui existe déjà en France depuis quelques années et qui, depuis cette année, a fait son entrée au LFILM de Casablanca. Et donc, quel rôle exact est-ce que vous jouez avec les autres représentants dans ce programme? Donc, les ambassadeurs, ils ont un rôle d'intermédiaire ou de porte-parole. Notre fonction principale, c'est de faire remonter aux adultes responsables du projet phare les situations de harcèlement dont on nous fait part, mais aussi celles dont on est témoin. Pour ce qui est de l'équipe ressources, dont des professeurs, membres de l'administration, etc., impliqués dans le projet phare, ils sont chargés de mettre en œuvre le protocole de prise en charge des situations, mais aussi de prendre les dispositions nécessaires pour régler les problèmes entre les élèves. Et quelles sont les actions que vous avez déjà réalisées et celles qui sont aussi prévues pour le futur? Alors, tout d'abord, on a participé à la formation des délégués où Ryan Salahdine, notre collègue ambassadeur, a fait une présentation du coup, aux délégués de Massignon. Ensuite, pour la journée de lutte contre le harcèlement, le 9 novembre, on a aussi mené quelques actions. On a mis une urne en place où les élèves pouvaient se confier ou mettre des mots gentils, tout simplement, de soutien pour les victimes. Et on continue, bien sûr, à chaque fois qu'on identifie une situation de harcèlement, à prévenir les professeurs qui sont en charge de ce programme. Et enfin, avez-vous un message à faire passer à l'ensemble de l'établissement? Je dirais qu'en tant qu'élève, professeur, mais aussi qu'en tant que personne, c'est de notre devoir d'être respectueux les uns des autres. Ces dernières années, le nombre d'élèves victimes de harcèlement a beaucoup augmenté, surtout avec l'utilisation des réseaux sociaux. C'est pour ça que je trouve que c'est réellement important d'en parler quand on est témoin d'une situation de harcèlement ou quand on en est victime. C'est aussi primordial d'être conscient de ses actions et de ses mots, parce qu'il y a des choses que vous trouverez drôles qui en soi ne le seront pas pour d'autres. Alors moi, c'est simple, si vous êtes victime ou témoin, parlez-en, c'est extrêmement important. Je pense qu'on va passer encore plusieurs années pour certains à Massignon, et c'est important qu'on se sente en sécurité dans cet environnement. Donc il faut être prêt à aider, à soutenir l'autre. Je pense que c'est la clé pour vivre en société avec autrui, pour le bien de tous. Alors, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Ce fut un véritable plaisir. Merci Hiba. Et merci les filles pour tout ce que vous faites au sein de l'établissement. Vraiment. Merci à vous. Dans quelques instants, la note gourmande de notre émission avec toujours Yasmine El Mouzani. Jingle.
Bon alors, Yasmine, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu nous as concocté? Alors, j'ai préparé une recette de sablé à la cannelle. C'est une recette que je trouve particulièrement simple à faire, même pour ceux qui ne sont pas réellement des amateurs de cuisine. Donc, pour les ingrédients, vous aurez besoin de 500 g de farine, 75 de sucre, 10 de levure, 150 de beurre ramolli, 200 ml de lait tiède et 3 œufs. Et si vous voulez rajouter un glaçage, prenez également du sucre brun et de la cannelle. Donc, la première étape, c'est d'ajouter de la levure dans le lait et de mélanger jusqu'à ce que ce soit homogène. Attention, ne faites pas la même erreur que moi, parce qu'il ne faut pas mélanger trop vite pour pas que ça devienne mousseux. Après, il vous faudra rajouter tous les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sucre, une pincée de sel, mais aussi les œufs ensemble dans un saladier. Après, pour que ce soit fait, il faudra aussi pétrir le tout. Si vous avez un robot pâtissier ou un Thermomix, faites-le à la machine parce que lorsque vous utilisez vos mains, c'est assez collant. Mais si ce n'est pas le cas, juste mettez-vous de la farine sur les doigts. Et quand votre pâte aura prise forme et qu'elle sera toute lisse, mettez-la dans un bol et recouvrez-la d'un bout de tissu pour la laisser reposer pendant 1 heure. Moi, j'ai laissé reposer 30 minutes de plus pour attendre qu'elle double bien de volume. Une fois que ce sera fait, votre pâte est donc terminée. On peut passer à la mise en forme de nos sablés. Donc, pensez à préchauffer votre four à 180 degrés avant de commencer. Quand votre pâte aura doublé de volume, étalez-la sur une surface légèrement farinée jusqu'à ce qu'elle soit toute fine, puis étalez du beurre fondu dessus et saupoudrez la cannelle et du sucre brun avant d'enrouler le tout, de couper en tranches et de la mettre au four. Donc, elle doit rester au four pendant environ 15 à 20 minutes, mais ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez que les cookies soient plus mous, laissez-la moins de temps. Et si au contraire vous voulez qu'ils soient plus durs, laissez-la plus longtemps. Juste évitez de ne pas la brûler. Merci beaucoup Yasmine pour cette magnifique note finale festive. J'espère que vous tenterez tous de reproduire cette recette chez vous. Chers auditeurs, cette émission spéciale touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous a captivé et vous a permis de découvrir une variété de sujets fascinants. Nous remercions chaleureusement tous nos invités, intervenants et collaborateurs qui ont contribué à rendre cette émission possible. Leur passion, leur exemple et leurs témoignages ont enrichi notre compréhension des thèmes abordés. N'oublions pas que le harcèlement scolaire est une réalité que nous devons combattre ensemble. Et en nous unissant, nous pouvons créer un environnement scolaire sécurisé et bienveillant. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute. Ce fut l'équipe de la web radio à l'antenne de Mass FM. À la prochaine, au trimestre prochain, pour une nouvelle émission. Jingle.